Merci. Merci beaucoup. Donc on va aborder l'aspect des nouvelles technologies des domaines de recherche dans deux domaines. D'une part, parce que vous voyez que ça progresse, à la fois sur l'appareil, mais aussi sur les techniques d'exploration et d'évaluation. Et on ouvrira un petit peu la discussion sur les sciences humaines et sociales aussi, parce que c'est un domaine qui est intéressant pour cette évaluation. Alors, parce que les révolutions sur le plan des technologies de compensation, il y a eu la révolution de la mécanique, de l'électronique, avec les genoux pneumatiques, hydrauliques, etc., les microprocesseurs. Et là, en ce moment, les évolutions ou les révolutions, c'est la motorisation, et puis c'est la notion de l'intelligence artificielle. Comment on met de l'intelligence dans les prothèses pour que ça soit plus efficace. Alors, la prothèse, on doit différencier la prothèse du membre inférieur et du membre supérieur. La prothèse du membre inférieur, ce qui va commander la prothèse, c'est un stimulus mécanique de l'individu. Le patient, par la contraction de son fessier, va lancer la jambe, il y aura cette phase d'appui, et puis voilà. Donc, c'est un mouvement qui est relativement automatique, voilà. Et puis, on va se poser la question de savoir comment on va pouvoir aider ce mouvement-là, mais il y a une commande liée à l'individu. Les prothèses du membre supérieur, c'est différent parce que jusqu'alors, vous voyez que notamment dans les prothèses myoélectriques ou mécaniques à câble, il ne produit pas directement le mouvement, le patient. Il donne un signal de commande et après il y a un mouvement, soit par un moteur électrique, voire par le câble qu'on tire, mais on ne produit pas tout à fait la même chose. Donc au niveau de la construction de tout ça, c'est vraiment pas la même chose. Et donc on va devoir un petit peu analyser ça. La gouvernance de la prothèse est donc différente, tant pour la commande que pour la régulation. Et les patients, pour les écouter, savoir s'ils sont contents, pas contents, ce qu'ils aiment comme nouvelle technologie et pas tel autre, c'est bien de leur apporter des choses, mais il y a aussi, il faut qu'ils maîtrisent le système. Ils ont envie de maîtriser, parce que c'est finalement cette prothèse, c'est bien leur membre, il faut bien qu'ils le maîtrisent. Il y a bien donc ce que peut faire la prothèse, mais aussi ce que veut le patient. Et le patient veut maîtriser cette prothèse. Il n'a pas envie que la prothèse fasse à sa place, parce que la prothèse, c'est lui, il doit avoir la maîtrise de ça. Alors, sur les prothèses du membre inférieur, c'est bien qui décide? L'individu. Il a une marche, tout ça. Il anticipe et il produit directement ce qu'il veut réaliser. Okay. Et comment il le fait? Par une action cinématique. C'est-à-dire qu'il va viser là où il va mettre le pied, donc il va contracter et placer sa jambe à l'endroit où il le souhaite. Et puis finalement, c'est les forces, le contrôle, ce qui nous a été montré tout à l'heure, de dire la stabilité ou la propulsion, et bien la cinétique, elle suit. Mais il y a bien un stimulus, et ce que cherche à faire le patient, la finalité, elle est bien de nature cinématique. Alors c'est sûr, en fonction des pièces prothétiques plus ou moins sophistiquées, il connaît sa pièce, une fois qu'il a appris à l'utiliser, et il fait avec, et il réalise, il maîtrise bien le système, puisqu'il connaît ce que fait la pièce. Et puis dans un certain nombre de cas, où il y a une intelligence, et c'est les genoux à microprocesseur, avec de l'électronique, eh bien, le comportement de la pièce, elle est modifiée. Et c'est soit des choses en tout ou rien, c'est-à-dire qu'on passe à un seuil, et quand on passe à un seuil, alors on change le comportement de la pièce, et le patient apprend à passer ce seuil, et quand on est au-delà de ce seuil, ça va se comporter comme ça, et ça ne lui pose pas de problème. Il a appris les deux modes de fonctionnement dans son seuil. Okay. C'est donc des seuils, le comportement est fixe, c'est des pré-programmes, si on peut dire. Et puis, il y a des solutions avec, cette fois-ci, un peu des adaptations avec un comportement qui est variable. La pièce agit de façon variable, et c'est plus ou moins prévisible. Et finalement, dans ce type de gouvernance, c'est l'individu, il autorise globalement quelque chose, et puis ce quelque chose, ça va être une régulation, un asservissement, une motorisation. Et vous voyez que dans ce schéma-là, c'est différent par rapport au premier. Pourquoi? Parce qu'il y a un délai de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a bien une prise d'information qui vient soit de l'activité, et c'est par exemple, je suis dans une marche rapide, voilà, et c'est les genoux, si les etc., vous voyez ça, eh bien, il faut bien que la pièce prothétique, elle prenne cette information-là, ou ça vient de l'environnement,
je suis dans un terrain en pente, et c'est la motorisation de pied comme propriofoot, etc. Il prend cette information, c'est renvoyé dans le système, et ça assiste, ça produit. Mais il y a bien cette notion de délai, et ça, les patients le décrivent particulièrement. Donc, différence entre un comportement tout ou rien, et puis un comportement plus adapté, c'est ce que vous voyez dans les genoux, plus évolutif, on va dire, comme le génium, ou alors le rhéonie, dans lequel, vous voyez, vous avez un fonctionnement du genou pour les marches lentes, et un fonctionnement du genou pour les marches rapides, et une régulation, une adaptation par le frein magnétique. Les pieds, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence artificielle, on va tirer de l'information pour savoir si on est dans les escaliers, dans un terrain irrégulier, un plan incliné, ou si on est en position assise, et justement, c'est ce type de pied, grâce à l'aide motorisée, qui permet quand un amputé s'arrête dans une pente, eh bien, il ne peut pas s'arrêter si la pente est importante avec les deux pieds au sol. Il est obligé de mettre le pied en l'air avec les genoux classiques. Eh bien là, il y a une reconnaissance par rapport à l'axe qui est dans le tibia du tube, et par rapport à là, le moteur vous permet de faire une flexion plantaire et de vous poser, comme vous et moi, quand on est dans une pente, les deux pieds au sol. Vous voyez que c'est quelque chose mais qui est prévu, adapté de façon automatique, et ça peut devenir transparent. Alors des fonctions, on les supporte bien, on les accepte bien, si elles rendent service, si elles ne contrecarrent pas dans notre raisonnement et notre fonctionnement neurophysiologique, mais dans un certain nombre de cas, c'est plus difficile, on ne les accepte pas. Amputation du membre supérieur, eh bien, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'individu commande et produit le mouvement, c'est les prothèses mécaniques à câble, et puis aussi un certain nombre, avec un certain nombre de fonctions annexes et d'adjonctions. Vous positionnez votre coude dans une position donnée, et après, vous maîtrisez votre mouvement. Et puis, dans les prothèses myoélectriques, on commande le mouvement, on le contrôle avec la force, par exemple, séquentielle, ce que je vous disais tout à l'heure, les électrodes à commande proportionnelle, tous ces éléments-là. Et on contrôle ces différents éléments. Alors, les différences qu'on pourrait voir, je vous ai parlé un petit peu ce matin, c'est en termes de compensation. Et là, on a une grande différence. Aujourd'hui, il est quand même difficile, en prothèse du membre supérieur, de commander et contrôler plusieurs fonctions, et notamment simultanément. Vous voyez que la fonction, la gestualité au membre supérieur, c'est extrêmement complexe à anticiper sur un plan d'automatisme et à reproduire par rapport à cet automatisme. Il y a quelques prothèses qui permettent aujourd'hui simultanément d'avoir, avec notamment des fonctionnements hybrides entre de la mécanique et puis de l'électrique, d'avoir une commande en mode simultané des différentes choses. Et c'est pour ça que les perspectives évolutives en termes de recherche, je vous en parlais déjà un petit peu ce matin, c'est des perspectives liées à la neuroimplantation de myoélectrodes sur le grand pectoral, c'était un des exemples, ou la commande directement au niveau cérébral. Je passe puisqu'on en a déjà un petit peu parlé. Je voulais simplement aborder, pour terminer au niveau des prothèses du membre supérieur, avant de passer à l'évaluation, des fonctions, vues du côté des ingénieurs, on pensait que c'était une bonne chose. Une fonction de resserrement, par exemple, une main particulière, main sans sort, un capteur anti-glissement. Un capteur anti-glissement, c'est quoi? C'est quand vous prenez un objet, pour que lors du déplacement de cet objet, il ne glisse pas, et bien automatiquement, ça resserre. C'est-à-dire que si jamais il y a un petit glissement, automatiquement ça resserre. Bonne idée, mais finalement, mauvais effet. Quand vous posez quelque chose, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça glisse, c'est bon, il y a un choc entre l'objet, et ça resserre. Rien de plus énervant pour l'amputé de membre supérieur, alors qu'il voulait poser, ouvrir la main se ferme. Donc, on n'en veut pas. Par contre, donc, évolution, la main s'en sort plus, permet de sécuriser le transport. C'est-à-dire qu'en effet, quand on porte pour pas que ça glisse, ça serre plus, et ça va modifier le seuil après pour l'ouverture de la main. Donc là, une fonction intelligente. Donc on intègre une fonction intelligente dans ce fonctionnement. Donc, demandons l'avis à nos patients et un retour d'information pour instruire les industriels et après, pourquoi avoir les prothèses qui conviennent pour nos patients. Deuxième grand domaine que je voulais aborder avec vous dans les progrès, c'est les technologies d'évaluation et d'exploration. Alors, au niveau sciences et santé, avec les aspects liés à la biomécanique, la bioénergétique, etc., on maîtrise de plus en plus des techniques d'acquisition et d'analyse
Alors, du côté, d'une part, des industriels, sur le plan fondamental, pour des prototypes, etc., mais aussi dans l'évaluation clinique, dans les Martinet vous a montré tout à l'heure que sur le plan fonctionnel, dans les laboratoires du mouvement, ou en mesure de la consommation énergétique, tout ça, il y a des outils d'évaluation clinique, d'exploration qui nous permettent de maîtriser les choses. Et puis aussi, c'est pas le tout de voir ce qui se passe en situation dédiée, il faut aussi le voir dans la situation de tous les jours, par les explorations ambulatoires. Et là, on a un certain nombre d'outils de mesure, avec des accéléromètres notamment, qui permettent de décrire l'activité que font les personnes avec tel type d'appareillage, avec tel type de rééducation, etc. Donc, une évaluation de nature situationnelle. Ça, c'est le domaine, on va dire, science de l'ingénieur, science de l'évaluation, de l'exploration fonctionnelle qu'on connaît, mais il faut y associer aussi des dimensions intéressantes sur le plan humain et social. C'est la mesure, et on parlait des questionnaires un petit peu tout à l'heure, des satisfactions, des qualités de vie, et y associer bien évidemment des études de nature médico-économique, c'est-à-dire qu'est-ce que apporte en service médical rendu, qu'est-ce qu'apporte telle prothèse par rapport à telle autre, parce que, évidemment, on est dans un monde contraint, et il faut qu'on donne le meilleur, et juste le meilleur, à nos patients. Alors vous voyez que cette évaluation, on peut voir ces outils dans le laboratoire de l'industriel. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à mesurer? Ce que le dispositif médical doit ou pourrait faire. Et en effet, qu'on achète quelque chose, on a envie que le produit qu'on achète fasse réellement ce quelque chose. C'est l'analyse liée aux matériaux, aux pièces, donc il y a des bancs d'essai, il y a toute une évaluation qui se fait autour de ça. Et puis un deuxième niveau d'analyse, c'est l'analyse clinique. C'est quoi? C'est ce que le malade peut faire. Et c'est il peut le faire. Mesurer qu'il peut le faire, c'est mesurer ses capacités. Il est capable de le faire dans des conditions standardisées. Et d'ailleurs, on utilise pour ça, et un certain nombre de grosses boîtes d'appareillage ont des patients amputés parmi leur personnel pour tester les choses. Mais ils le testent sur des personnes qui ne sont pas dans toutes les situations environnementales et il y a un biais, bien évidemment, de recrutement, de sélection de ces personnes. Donc c'est nécessaire, mais c'est insuffisant. On peut y mesurer des données quantitatives, ce qu'il est capable de faire, et comment il le fait. Est-ce qu'il le fait avec beaucoup de compensation, ailleurs, sur d'autres articulations, etc. Donc tout ça, vous voyez que c'est successif, c'est nécessaire, mais c'est insuffisant. C'est pas le tout de savoir ce que peut faire le patient, ce qu'il est capable de faire. Il faut savoir si, avec le dispositif qu'on lui donne et la rééducation qui va avec, ce que fait réellement le patient. Et pour ça, il faut évaluer en situation de vie courante, et c'est ce qu'on appelle les performances. Cette fois-ci, c'est bien des populations de vrais malades, comme avant, mais dans de vrais environnements, dans des situations de vie courante. Et vous savez, pour être des cliniciens, il y a de fortes dissociations quand on passe d'un territoire dédié de laboratoire et quand on voit les gens dans la vie courante. On va décrire l'efficience de performance, mais aussi la tolérance. Des notions telles que l'effort, le confort, le coût énergétique, l'effort ressenti, etc. Donc il y a un certain nombre de dimensions. Vous voyez que c'est toutes ces dimensions qui vont être relativement techniques, de nature biomécanique, énergétique, tolérance, mais aussi les dimensions qui sont en pleine phase avec la classification internationale du fonctionnement, avec ce monde plus participatif, où on doit écouter les gens, et c'est fondamental de pouvoir écouter les gens. C'est ce que je pense, ce que le DM fait pour moi. Et ça, c'est très très important. Et quand on discute si les prothèses sont utilisées ou pas, ce paramètre-là est extrêmement important, parce que si on pense que le DM ne fait rien pour moi, alors qu'il fait peut-être pas de choses pour vous, ben vous ne mettrez pas votre DM si vous pensez qu'il ne fait rien pour vous. Donc ça, c'est des éléments importants. Donc on a à travailler, et les progrès qui vont aussi avancer en termes de recherche et de recherche clinique, c'est beaucoup aussi dans ce domaine-là. Comment est-on capable de mesurer, avec des outils métrologiquement adaptés et validés, des attentes, des besoins, comment on recueille ça, et comment, derrière ça, on peut justifier, on peut démontrer l'efficience de dispositifs médicaux, et c'est toute la régulation par rapport aux différents produits sur le marché, et puis est-ce qu'il est normal de les prescrire et donc de les rembourser. C'est sur toutes ces dimensions-là qui sont liées à la technologie, à la clinique de la santé, mais aussi à ces dimensions sociétales, de perception des gens, et puis aussi médico-économiques.
En termes de conclusion, on revient toujours à ce schéma qui est extrêmement simple, où vous avez un individu avec ses compensations, il a quelque chose à faire, un projet, et des éléments environnement. Donc ce qu'on a à mesurer, c'est bien le couple individu-prothèse. Alors il faut avoir une prothèse adaptée et réactive aux activités et aux environnements, c'est bien ça les choses, et puis il faut avoir un individu qui est entraîné à l'usage en situation. Et ça, ces deux choses-là, c'est les deux mamelles de la réussite. Les deux mamelles de la réussite, c'est certes de la technologie de compensation, la compétence technologique, et les orthoprothésistes, les maîtres appareilleurs sont là pour ça, les industriels sont là pour ça, et puis c'est aussi un entraînement adapté. La deuxième mamelle, c'est bien la rééducation à l'usage et les structures pour entraîner avec les différents professionnels de santé à l'usage de ces prothèses. En effet, par rapport au constat sur l'existant et les exigences pour l'avenir, considération technologique, l'individu, qu'est-ce qu'il veut? Par notre expérience, on constate, il veut savoir. Il ne veut pas que la technologie fasse à sa place. Il garde une confiance limitée en la technologie. Alors on pourrait rajouter des choses, c'est-à-dire des programmes et des pré-programmes, c'est ce qui commence à être fait avec l'intelligence artificielle. Il faut que ça soit connu, orienté vers une activité, mais qui prenne en compte la notion d'environnement. Si on rajoute des choses, s'il devait confier plus à la technologie, si le patient confiait plus à la technologie, il veut une vraie augmentation des performances. Et c'est la simultanéité, c'est-à-dire la réactivité, le temps réel. Parce que nous, l'homme, dans sa physiologie, il fonctionne en temps réel. Notre système est drôlement bien fait, parce qu'on fonctionne en temps réel. Et la prothèse, on a encore un certain nombre de difficultés. Et donc là, il y aura des sauts technologiques autour de ça. L'intelligence, il demande de l'intelligence au système, avec une capacité d'anticipation, une réactivité temps réel. En effet, nous, quand on a un geste, je ne sais pas quoi, on anticipe tout ce qui va se passer juste après. Donc, ça peut être humain, d'origine humaine, et c'est par l'utilisation de la pensée, mais aussi de façon semi-humaine. Et pour avoir une intelligence, eh bien, on est obligé de capter des choses qui viennent de l'environnement, marche dans les terrains variés, etc., mais aussi des activités à faire, et ça donne un certain degré d'intelligence. Moins de compensation, notamment au niveau du membre supérieur, c'est-à-dire que si vous regardez des films d'amputés, appareillés, de prothèses myoélectriques, etc., vous allez voir qu'ils n'utilisent pas toutes les fonctions. Ils ont énormément de compensation. Ils ont une efficience, ok, mais énormément de compensation, et ça a des conséquences sur un plan personnel, perceptif, psychologique, c'est ce que je mets les lois sociétales, c'est l'image qui donne, et toute l'importance sociale d'être comme les autres et que ça ne se remarque pas. Et puis, il y a une importance physiopathologique avec la prévention sur le vieillissement, et ça c'est vrai autant sur le membre inférieur que sur le membre supérieur et inférieur. Voilà, et puis donc il faut toujours avoir, et ça c'est notre métier, et c'est là qu'on a une place toute importante, les considérations humaines. Il faut qu'on écoute le patient, il faut vraiment écouter les patients, leur utilisation réelle, quelle autonomie, tous ces éléments, respecter leur projet de vie. Et bien tout ça c'est central, mais comme ils sont confrontés aux environnements, au contexte, ben forcément, si on fait vraiment bien notre métier, on est obligé de donner du poids à ce type d'informations. Développons des rééducations adaptées, parce que vous voyez, avec tous ces matériels prothétiques, etc., eh bien, on ne peut pas dire qu'on fait une rééducation lambda, standard, pour tout type d'amputé, compte tenu de la diversité des systèmes de commande, des systèmes de régulation, etc. Donc, on a à développer, en collaboration avec ce qu'on connaît des dispositifs médicaux, et là, il y a des collaborations interdisciplinaires à faire avec la technologie, avec les orthoprothésistes, pour travailler des schémas de rééducation adaptés et cohérents pour nos patients amputés. Donc notre rôle, c'est, en termes de recherche, c'est susciter, accompagner les progrès scientifiques et techniques, mais veiller aussi aux progrès humains et sociétaux. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Et dans sa présentation, a employé, pour parler de recherche, deux mots magiques, révolution et maîtrise. Ces deux mots manquent aujourd'hui à l'anatomie enseignée. Et ce qui explique que l'anatomie que nous enseignons aujourd'hui ne permet pas de résoudre les problèmes actuels de l'appareil locomoteur.
En effet, c'est une réponse à une question posée voilà 16 ans. Nous n'avons pas été les premiers à la poser. En 1957, Batson avait demandé qu'on remplace progressivement l'anatomie du mort par l'anatomie du vivant. Et plus proche de nous, les universités canadiennes viennent de proposer en 2012 une évolution ou une révolution de l'anatomie, tout simplement parce qu'elle est d'une efficacité discutable. Deuxièmement, parce qu'elle ne permet pas aujourd'hui ni aux radiologistes ni aux cliniciens de connaître leur métier. Et les jeunes médecins souffrent de cette anatomie. Et ce qui explique qu'ils proposent de repenser l'enseignement de l'anatomie. En effet, pendant un demi-siècle, le problème posé aux USA, au Canada et en Tunisie, comment rendre l'anatomie efficace? Comment enseigner l'anatomie humaine aux étudiants en médecine aujourd'hui, demain? Les Américains proposent de le faire, yes we can, slowly, doucement. Les Canadiens n'ont pas encore tranché entre évolution et révolution. Et Dr Paysan m'a vraiment balisé le terrain. Nous avons opté pour la révolution. En effet, pas la révolution simplement de comment enseigner, mais quoi enseigner. En effet, ce saut a été fait grâce à quatre éléments nous ont permis de faire ce saut. Premièrement, l'échec des 2 décades des os et des articulations. Les Américains viennent de reformuler une nouvelle décade pour avancer dans la compréhension des os et des articulations. Donc, 10 ans de perdu. Deuxièmement, c'est de multiplier les anatomies par le nombre de machines. Or, aujourd'hui, on a une machine d'anatomie. Aujourd'hui, on a une échographie, IRM, TDM, et demain, quelle nouvelle machine avec quelle nouvelle anatomie? Et j'ajouterai que même aujourd'hui, chaque partie de la médecine a sa propre anatomie. En anatomie fonctionnelle. Non, messieurs, il y a une anatomie, il n'y a pas plusieurs anatomies. Et il faut arrêter cette gabegie. Et ce qui explique, c'est pas moi qui le dis, c'est l'insatisfaction des étudiants, puisque en 77, 91% des étudiants parisiens reconnaissent qu'ils n'ont pas été formés pour traiter leurs malades. Et le troisième élément, c'est les encouragements de personnalités du monde scientifique qui sont d'horizons totalement différents. Un neurologue, Sibel Hamida, ça avance, oui. Un chirurgien général, Naldo Binier, d'enfants, professeur Carlios, et le professeur Mohamed Ismail, qui est un cardiologue. Enfin, et surtout, ce qui nous a poussé à nous lancer dans cette révolution, c'est les échecs de l'ostéomyélite, les échecs sur le plan thérapeutique. Le New England reconnaît en 88 que le traitement est empirique. Le président du groupe d'études d'orthopédie pédiatrique reconnaît en 95 qu'on ne peut pas solutionner ce problème d'ostéomyélite. Tout simplement parce qu'on comprend très mal la physiopathologie. Morrissey en 88 dans le Journal of Bone and Joint Surgery, et l'Académie américaine en 2006 reconnaît qu'elle n'est pas capable de comprendre la physiopathologie de cette maladie. Et tout simplement, voici les échecs de l'anatomie classique et surtout la réussite de l'anatomie, d'une nouvelle anatomie, simplement du vivant, qui a permis de guérir, d'arrêter le passage à la chronicité de cette maladie. Quelles sont les bases de cette nouvelle anatomie? Tout simplement, il faut rappeler que l'anatomie classique, celle qui est enseignée, n'enseigne pas les tissus de l'appareil locomoteur. Elle enseigne simplement un résidu du tissu osseux qui s'appelle le collagène calcifié. On a des formes de collagène calcifié et on parle sur le collagène calcifié. Or, l'os n'est pas formé de collagène calcifié. Il est formé de 3 tissus vivants. Il est formé d'un tissu osseux, d'un tissu cartilagineux et d'un tissu vasculaire. On oublie souvent que c'est d'un os vivant que nous sommes amenés à traiter et non des os de mort. En effet, il faut savoir que faire une définition d'un mot, ça demande parfois un siècle. Pour le cas de l'os, il a mis un siècle pour arriver à la conclusion d'un tissu conjonctif calcifié et vascularisé. Mais le cartilage en 2013 ne figure pas encore dans l'enseignement d'anatomie. Il ne figure pas. C'est vrai que le cartilage représente une toute petite quantité de l'appareil locomoteur, mais il ne représente pas moins de 50% de la pathologie de l'appareil locomoteur. J'ajouterai que les os ne représentent que le tiers du système vasculaire. Donc, on ne prend que le 25% et on fait de 25% toute la science de l'appareil locomoteur. En effet, où se trouve ce cartilage? Il se trouve sur les épiphyses et les os courts, il n'est pas sur les diaphyses et les os plats. Et ce qui est important, c'est que épiphyses et diaphyses ne sont pas des structures identiques. Ce sont 2 structures totalement différentes. Les épiphyses, c'est des cartilages de croissance.
Ce cartilage a cette particularité, c'est qu'il peut donner de l'os quand il est vascularisé et que le cartilage est avasculaire. Donc il constitue une frontière importante entre structure collagène vascularisée et collagène non vascularisé. Et ce contact est très important parce que le aussi doit être au contact même de capillaires sanguins, sinon il dégénère et meurt. Et ceci nous amène donc à voir dans les os deux types d'os, les os très vascularisés, c'est les os spongieux, donc des épiphyses, des os avec cartilage, et les os non moins vascularisés, c'est les diaphyses. Et nous voyons très bien donc la part prise par les os cartilagineux, os épiphysaires, et les os non cartilagineux, les os diaphysaires. Il faut savoir que cette vascularisation diaphysaire est double, elle est complémentaire, ce facteur est très important, vous allez comprendre pourquoi c'est important de rappeler qu'elle est endossée, périostée, et les deux sont complémentaires, et que ce qui est important à noter, c'est qu'il y a plus de veines dans les os que d'artères, et c'est pour ça qu'on utilise les veines comme moyen de perfusion des malades. Donc c'est une grosse veine qu'on utilise. Il faut savoir que plus le cartilage est étendu, il y a moins de points d'entrée vasculaire et que ceci va expliquer que quand on se retrouve avec une structure épiphysaire encroûtée entièrement de cartilage, ben tout simplement quand il y a une fracture, il y a une nécrose et on met une prothèse, et quand il y a deux de cartilage, ben on fait une ossosynthèse. Le cartilage va définir notre attitude thérapeutique. Et quand il n'y a plus de vaisseau, on ne retourne pas au cartilage, on a tout simplement un séquestre osseux. Et ceci nous permet aujourd'hui d'arrêter d'enseigner cette classification des résidus du collagène et de la remplacer par la classification cartilage, vaisseau-os de cartilage. Alors, tout simplement, les vaisseaux, les os avec cartilage, c'est les épiphyses et les os courts. Les os sans du cartilage, c'est les diaphyses et les os longs. Ce qui est important à noter, que cette division va nous permettre de distinguer pas moins de 11 caractères distinctifs entre os avec cartilage et os sans cartilage. Prenons quelques exemples. Premièrement, sur le plan embryologique. Les os sans cartilage ne s'ossifient pas pendant la vie intra-utérine. Ils s'ossifient pendant la vie extra-utérine. Et ceci est important. Deuxième élément, sur le plan thérapeutique, quand on n'a pas de cartilage, on utilise la voie interne ou la voie externe. Quand on a un cartilage, uniquement la voie interne. Et quand on a une association d'une séparation d'une épiphyse et d'une diaphyse, on va utiliser la voie interne, le clou-plaque, la voie interne pour l'épiphyse et la voie externe pour la diaphyse. Alors, pourquoi appeler Carthage? Simplement que Carthage était une grande école de médecine. Voici 3 traités de médecine publiés à Carthage au 2e, 3e et 5e siècle. Et que Carthage va former la médecine en Espagne à l'époque Visigoth. C'est ce que rapporte Pierre Richer dans son livre en 95. Et autre point qui est important est que surtout, Rome, puissance militaire, n'avait pas de médecin. Et c'est pas moi qui le dis. C'est Pline l'Ancien qui va dire que pendant 6 siècles, les Romains ont vécu sans médecin. Alors, cet avantage pédagogique, les étudiants le reconnaissent, aussi bien que ceux que j'enseigne à Tunis que ceux que j'ai enseignés à Paris, et ils sont satisfaits. Ils comprennent pour une fois cette cartilage. Et surtout, qu'ils ne sont plus obligés de savoir si c'est un os droit ou gauche, s'il a une profondeur plus importante ou pas. Le plus important de savoir devant un os, s'il a un cartilage ou pas de cartilage. Et autre point qui est important, c'est que ça leur permet de pouvoir réunir en horizontal tous les chapitres de la médecine. Initialement, l'histologie, la pathologie, les complications, tout ça était assez épars, sont passés d'année en année avec un fouillis complet. Et bien tout simplement, et quand on se trouvait devant un malade, il fallait absolument retrouver non la personne qui est en face de vous, mais le squelette qu'on vous a appris. C'est le squelette qu'on essaie de voir à travers le malade et non le malade. Donc, humanisons un peu plus notre attitude. Et tout simplement, avec cette anatomie, on réunit tous les chapitres. Et cette fois-ci, quand on a le malade, ben, réellement, on voit le malade. Ce n'est pas un squelette que nous sommes en train de dépioter en face de nous. Conséquences pratiques, voici un exemple. La classification AO va distinguer que les fractures spiroïdes consolent plus vite que les transversales. Elle va donner une explication qui se voit en bas. C'est parce qu'il y a une grande surface de contact. Si cette explication est vraie, normalement le C3 devait se trouver en A1 et non le A1 en C3. Or, ce n'est pas du tout un problème de grande surface de contact, c'est une erreur. Et tout simplement, c'est une différence de dévascularisation. Je ne sais pas si ça va passer. Oui, mais ça passe pas. Hein? Bien que dans les fractures spiroïdes, on conserve
la médulaire passe un axe de rotation, elle n'est pas rompue, et la périostée est conservée, et c'est une vascularisation périphérique. Dans la transversale, on n'a plus rien, et ce qui est important, c'est les fractures par flexion. Ceci va se voir essentiellement au niveau des cales osseux. Dans les cales par fracture styloïde, nous allons avoir un cas circulaire rapide. Dans les fractures transversales, un cas circulaire tardif. Mais ce qui est important à noter, dans les fractures par flexion, on va avoir deux cales. Un premier cal du côté de la conservation du périos, du côté de la concavité, et un cal beaucoup plus tardif du côté de la convexité. Et souvent, ces maladies considérées comme des fractures incomplètes, on les réhospitalisait, on leur changer le traitement, et s'ils avaient la chance de ne pas trouver de lit, ils retournaient 2 mois après, ils allaient consolider. Alors, ceci nous a permis aussi de remodeler la définition de fracture. La fracture n'est nullement un problème de rupture ou solution de continuité de fragments, c'est tout simplement une rupture vasculaire. L'ostéomyélite, autre chapitre, initialement, les stades étaient classés uniquement en fonction du PU. Il n'y avait pas de PU, il y a du PU après le PU. Non, il y a une vascularisation, il n'y a plus de vascularisation sans les stades, qui nous ont permis donc aujourd'hui de pouvoir proposer une classification qui est admise et qui est publiée dans l'encyclopédie, dans l'EMC. Alors, ce qui est important, c'est que vous voyez très bien qu'en 2006, les Américains se mettent au chapitre is believed to occur in relation to arterial and venous blood flow. Ils sont en train de s'aiguillonner vers le chapitre vasculaire. En effet, voici ce que nous a laissé l'anatomie classique, voici ce que nous donne la nouvelle anatomie. Et ce qui est important, c'est qu'on a pu réunir dans une même définition ostéomyélite et fracture, toutes les deux sont des vascularisations progressives de l'os. L'une est d'origine infectieuse, donc traitement d'infection, et l'autre est d'origine fracturelle. Alors, ce qui est important, c'est qu'elle nous a permis d'expliquer pas mal de points restés en suspens, comme la coxale magna constante, la gravité des articles nourrissants, corriger la classification de Solter de stade 3, c'est pas un cartilage, c'est 2 cartilages latins, et surtout la polyarthrite rhumatoïde. Alors, regardez cette polyarthrite rhumatoïde dans l'article publié en 1984 sous la plume de M. Allieux. Cette maladie guérit par une simple ostéotomie. La double ostéotomie entraîne une indolence qui permet l'annulation de la mobilité et que l'annulation est quasi constante. Et il va ajouter plus loin, mais sans effet certainement vasculaire, mais il est illogique. Il est illogique, c'est vrai, mais le malade se sent beaucoup mieux puisque les sites opératoires sont très simples. Alors, oui, c'est l'ancienne anatomie qui préside. On peut changer d'idée. Faut-il privilégier la logique ou bien-être du malade? Mais ils ne pas. Et regardez très bien ce que propose l'équipe de Cochin en 2010 dans le journal par image, gérer son arthrose. Qu'est-ce qu'on demande au malade? Simplement qu'il doit apprivoiser sa maladie. Monsieur, vous avez une douleur, entendez-vous avec elle. On ne peut rien pour vous. Alors, vous comprenez très bien qu'en 1984, il y avait un traitement efficace mais illogique. En 2010, il n'y a pas de traitement, il ne doit pas apprivoiser sa maladie. Alors, faut-il remplacer un truc classique? Pour certains, oui. Comme M. Carlios qui avait répondu, j'ai bien vu que j'avais avec mon équipe quelques retards par rapport à vous. Ou bien M. Naoum qui va dire que vos conceptions vont permettre de voir toute l'orthopédie. Ou bien M. Corvol, membre de Collège de France, qui va expliquer que effectivement la fracture est avant tout un problème vasculaire. Ou bien encore M. Allieux qui va dire que votre livre, sur le plan pédagogique, ne doit pas profiter qu'à la Tunisie. Mais d'un autre côté, il y a les opposants, c'est tout à fait logique. Et parmi les premiers opposants se trouve la Société française d'orthopédie, qui va, le premier lecteur, interdire l'application de l'article, mais cette fois-ci pas au nom de la science, mais au nom de la politique. Nous comprenons très bien que c'est une structure qui répond à une structure politique. Et le deuxième lecteur va écrire que cet article doit définitivement refuser. Mais le front de refus est aussi en Tunisie, et nul n'est prophète dans son pays, et nul n'est rénovateur dans son service, et tout simplement, on va traiter toute innovation par une incapacité, une incompétence, mais que ça me tienne. En effet, soyons clairs, vous comprenez que bien que ceux qui veulent vous empêcher de parler sont empêchés de parler par ceux qui ne veulent pas que vous soyez empêchés de parler, ainsi de suite. Alors la question qui se posez-vous alors, si vous avez bien compris, que choisissez-vous? La CVO de Carthage? Ou bien vous allez avoir le tuteur qui est toujours derrière. Alors là, merci de votre attention et bonne réflexion. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour.
premier, je reviens au nom de la Société algérienne de médecine et d'adaptation, de son président, professeur Achli. Je remercie la présidente et le comité d'organisation pour l'invitation. C'est notre première participation qui, j'espère, n'est que le début, le commencement d'une longue période fructueuse d'échanges scientifiques, notamment à travers la Société maghrébine de médecine et d'adaptation, qui pourrait voir le jour incessamment. Quant à nos collègues tunisiens sont sollicités afin de parler de circuits comprennent l'amputé algérien. Mais avant de rendre hommage aux pays hôtes, j'en profite de l'occasion. En réalité, l'appareillage en Algérie a commencé en Tunisie. Et plus exactement à Ras Guimaou, qui est à 18 km de la frontière algérienne et à 180 km de la capitale Tunis. C'est à ce niveau-là, dans cette région des années 59, que nos premiers amputés ont pu être préparés à l'appareillage, puis appareillés en collaboration avec des médecins de l'ex-Yougoslavie. Nous rendons hommage aux feuilles regrettés Dr Yacoubi et Dr Nakash, qui eux ont lancé les prémices de la médecine physique et l'adaptation en Algérie. Au lendemain de l'indépendance, cette équipe composée de Dr Yacoubi et l'équipe d'ex-Yougoslavie ont trouvé pied d'attache à l'hôpital de Vera, qui est situé à la banlieue d'Alger, aux alentours de 20 km d'Alger. Cette mission yougoslave est composée de chirurgiens orthopédistes, d'orthoprothésistes, appareilleurs et de kinésithérapeutes. Cette équipe a toujours été accompagnée par le Dr Yacoubi, qui a assuré la prise en charge des invalides de guerre. Dans cette période, je pense que c'est un peu la même chose qu'on a été rappelé ce matin par le professeur Fatma Abdel Salah, cette période a connu l'appareillage a connu un nouvel essor devant le ravage causé par la poliomyélite, ce qui a entraîné une autre orientation de l'appareillage vers la confection d'orchestres du bras et des membres. Ce qui a suscité, devant la demande importante, l'ouverture de d'autres services. En effet, c'est en 1967 que le Dr Yacoubi, devenu professeur de médecine physique et d'adaptation, il a suivi ses études à Montpellier, il sera chef de service à l'hôpital Texraï, qui lui-même issu de la transformation des cliniques de l'éducation créée en 1956 par les Français, comportant 3 pavillons et une unité d'appareillage. C'est à ce niveau-là que les Français ont appareillé leurs blessés de guerre. L'hôpital Texraï a été le berceau de la médecine physique en Algérie. En 1981 a été créée l'école d'appareilleurs à Texraï, ce qui a permis l'ouverture d'autres structures militaires et structures étatiques. Parallèlement à ces structures hospitalières, l'administration des anciens combattants prenait en charge des invalides de guerre à travers le territoire national. L'appellation a changé en 1986, est devenu service d'appareillage de Moudjahidine. L'établissement LEB, qui eux relevaient c'est l'établissement français, dont la mission à l'époque était orientée vers la population handicapée civile, qui a été repris en 1972 par la Caisse nationale de sécurité sociale, qui elle-même, en 1988, a créé l'Office national d'appareillage et d'accessoires pour les personnes handicapées, l'ONAF. C'est la Caisse de sécurité sociale qui lui a transféré une partie de ses équipements et de ses stocks personnels. L'ONAF, c'est un organisme en réalité d'exécution. Elle est chargée de la fabrication des appareils orthopédiques et autres aides techniques à la marche. En 1988, a vu le jour, l'hôpital militaire s'est équipé d'une unité d'appareillage. L'appareillage d'une amputé algérien peut emprunter plusieurs voies. Le parcours est long. La prise en charge diffère selon le statut du patient. Est-ce qu'il est civil? Est-ce que c'est un militaire? Est-ce que c'est un patient qui est assuré ou non assuré? La prise en charge s'articule en réalité autour de 5 pôles. Un organisme étatique, c'est l'ONAF, c'est l'Office national d'appareillage et d'accessoires pour les personnes handicapées, qui est conventionné avec la Caisse de sécurité sociale, qui est présent dans les 42 départements d'Algérie et qui fait face à 80% de la demande. À titre d'exemple, pour l'année 2012,
il a fabriqué 2774 prothèses. La prise en charge au niveau de cet organisme étatique diffère que le patient soit assuré ou non. Quand le patient est assuré, la prescription médicale doit être détaillée avec une entente préalable. Le patient est adressé par la suite au médecin de l'ONAF qui joue le rôle de relais entre le médecin prescripteur et le médecin de la CNAS. Ils s'entendent avec l'orthoprothésiste et ils remettent un devis de la prothèse. Le patient, le médecin de la CNAS, en réalité, il reçoit le dossier administratif et il convoque le malade. La question qui se pose, je pense que c'est pas la même chose pour la Tunisie, c'est la conformité de la prescription. Qui signe? Est-ce que le médecin de la CNAS a la compétence et les connaissances requises pour accepter ou refuser l'indication d'une prothèse? Une fois que l'amputé a reçu sa prothèse, en théorie, quel que soit le médecin prescripteur, le patient doit regagner un service de médecine physique. Cependant, nous déplorons un flagrant manque de ce relais. Cependant, nous œuvrons éventuellement pour compenser ce déficit. On essaie de faire un travail complémentaire entre l'ONAF et les services de médecine physique et d'adaptation. Le point d'interrogation, quand on travaille avec la prothèse, rejoint pratiquement ce qu'a dit ce matin le docteur Afif, Zaoui Afif, concernant les patients qui ont bénéficié d'une prise en charge en rééducation, sont évalués à 20%. Sensiblement, c'est le même chiffre. Une fois le moyen stable, la prothèse définitive est livrée en moyenne en 2-3 mois. La question reste posée toujours. Il n'y a pas de prise en charge par la suite. Ce qui fait que très souvent, on constate qu'il y a un pourcentage élevé d'abandon de la prothèse. Les patients non assurés, ils sont pris en charge par l'État. Ce n'est pas les services de la DAS, la Direction Action Sociale, qui est du ministère de l'Action Sociale de la Solidarité Nationale. Ils établissent d'abord une carte d'handicapé qui leur ouvre droit à un numéro d'assurance et rejoint le circuit des patients assurés. Parallèlement à cet organisme étatique, il y a les structures hospitalières. Sur le territoire national, on compte pas moins de 15 services de médecine physique et d'adaptation. Seuls 3 qui sont situés au centre disposent d'une unité d'appareillage. En chef de file, l'établissement hospitalier spécifique Texraïm, qui est à ce jour et qui restera le berceau de la médecine physique de l'Algérie. Il fait un appareillage médicalisé et un suivi de patient, hospitalisation suivie. L'appareillage est adapté à chaque patient. Pour l'année 2012, ils ont fait 136 prothèses. Le deuxième établissement, c'est l'établissement hospitalier spécialisé Yacoub-Zoya, qui est à Zuplage. C'est un établissement qui fait beaucoup d'orthèses du tronc, étant donné que le service a une vocation de prise en charge d'enfants avec déviation arachidienne et des enfants handicapés moteurs. Le troisième service, c'est le nôtre, CHU Blida, qui est situé à 40 km d'Alger. L'unité d'appareillage du service CHU Blida a été créée en collaboration avec Handicap International et la Fédération algérienne des handicapés moteurs en octobre 2004. L'objectif étant la prise en charge précoce des amputés des membres inférieurs avec un appareillage prothétique provisoire. Durant l'année 2012, on a confectionné 35 prothèses provisoires. La réalisation de la procédure définitive, elle est confiée à l'ONAF. On va bien, parmi ces 3 structures hospitalières, seul l'établissement Texraïm qui assure une prise en charge médicalisée. Parallèlement à ces structures hospitalières et l'ONAF, les structures privées, l'orthoprothésiste, on voit de plus en plus, actuellement ils sont 8 sur le territoire national. Techniquement, ils sont en point. Ils ont des matériaux modernes et performants. Mais la problématique, c'est qu'ils font beaucoup d'orthèses. Pourquoi? Très bonnes prothèses, parce que les matériaux ne sont pas répertoriés au niveau de la normative de la caisse de sécurité et par conséquent, ils sont non remboursés. La sécurité militaire, très compétitif, c'est un service, c'est un hôpital de médecine physique et d'adaptation où il existe une équipe pluridisciplinaire, chirurgien, MPR et métapareilleur. Par conséquent, le moyen de bonne qualité, l'appareillage est meilleur. Selon le contexte de l'hôpital militaire, on comprend très bien que les chirurgies traumatiques
problématique est plus fréquente, surtout avec la décennie qu'on a passée, les balistiques et les pieds nus. Pour l'année 2012, ils ont confectionné 314 orchestres. Pour les structures des anciens Moudjahidines, ils existent 300 dans 3 départements différents nord de l'Algérie, dans 3 grandes wilayas. Cependant, ils ont une équipe d'ateliers mobiles. C'est des ateliers qui sont aménagés, qui sont le territoire national, qui assure la réflexion, la réparation et le doublage. Ils ont une bonne compétence qui n'est pas pareille. À la question existe-t-il un circuit pour l'amputé en Algérie? La réponse est oui. Cependant, il reste beaucoup à faire en matière d'appareillage. Diminution des contraintes administratives, médicalisation de la prise en charge, création d'unités d'appareillage dans différents services MPR, donc derrière l'acquisition d'un matériel à niveau pour les patients artériques et la mise à niveau du personnel. Je terminerai pour dire, on m'a chargé de transmettre. La Société algérienne de physique et d'adaptation va organiser son 4e congrès à CDBAPS à l'année. C'est le 27, 28, 29 septembre 2013. Les thèmes retenus, on voit bien qu'un des thèmes retenus, c'est l'appareil du membre inférieur. Cela relève, effectivement, nous avons la même problématique et les mêmes dossiers à étudier. Et nous invitons les gens qui sont intéressés à envoyer leur abstract via le site samer.dc. Les gens, on leur assure, une fois sur Alger, la prise en charge est assurée. Je vous remercie. Merci, Dr. Chouili. On va passer à la communication suivante. On va connaître un peu maintenant l'expérience marocaine. Et je pense qu'on laissera toutes les questions à la fin. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Chimère. C'est bon. Je participais à un congrès sur l'appareillage, et puis ça, je vois que un peu les NPR maghrébins africains ne sont pas moins bien aussi qu'ailleurs. Donc, je vais commencer par présenter un peu le cas du Maroc. Donc, je présente un peu le contexte parce qu'au Maroc, spécifiquement, paradoxalement, c'est l'un des rares pays où la NPR a été introduite par le biais de la médecine libérale. Donc, depuis 1978 jusqu'en 2002, après 24 ans, donc on voit un peu les premiers services de NPR dans le CHU. À Casablanca, puis par la suite à Fès en 2011 et prochainement, à partir de cette année, au CHU d'Oujda. Donc, ces deux NPR qui étaient rentrés en 1978, ils avaient commencé un peu à travailler à Salé, dans une structure qui était construite en collaboration avec les Canadiens, justement suite à l'épidémie un peu de polio et puis aussi à l'intoxication qu'il y a eu suite aux huiles frelatées. Mais c'est un service qui a disparu malheureusement avec le temps. Donc la Société marocaine de médecine physique et d'adaptation a organisé la première journée donc, en avril 1997 justement, et le premier thème abordé était les bonnes pratiques de prise en charge des amputés des membres inférieurs en collaboration justement avec l'Institut régional de Nancy. Et en ce temps-là, la SONAREF comptait à peu près 18 NPR, dont 15 libéraux et 3 militaires. Donc le circuit optimal de l'amputé, donc un peu partout, donc les réseaux de soins. Donc il permet de développer une prise en charge optimale en impliquant un peu tous les intervenants, médecins ou collaborateurs. Et puis cette approche permet d'optimiser un peu le parcours de soins et puis de minimiser un peu le coût et d'optimiser le résultat fonctionnel, parce que l'objectif de toute prise en charge thérapeutique, à quelque niveau que ce soit, a comme objectif principal l'autonomie et un meilleur état fonctionnel possible. Et donc tous ces parcours-là, le MPR donc, et les spécialistes de la fonction, ils valorisent un peu les soins avec une approche qui lui est spécifique et unique. Donc différentes éventualités se présentent en fonction de la situation géographique contre la prise en charge des amputés, donc en fonction de la situation géographique, d'infrastructure et de la couverture sociale, selon qu'il s'agisse d'une amputation en urgence ou bien d'une chirurgie programmée à fond. Dans le cas de l'urgence, donc
tout dépend de l'approche du chirurgien qui pratique cet acte de dernier recours, avec respect des règles de chirurgie. Donc, faites-nous de bons maillons, on fera de bonnes prothèses. Donc, selon les régions et infrastructures, donc, il peut être amené à ne pas, le MPR, à ne pas intégrer un peu le circuit de la prise en charge de l'amputé, aussi par manque d'effectifs, parce qu'au Maroc, il y a à peu près 79 MPR, et il y a un nombre plus conséquent qui est resté exercé en France, entre 100 et 120 MPR marocains. Aussi par manque d'effectifs, sauf dans les hôpitaux militaires, universitaires et quelques hôpitaux régionaux, parfois dans les villes où sont installés des MPR en libéral. Dans les autres cas, le MPR peut être amené à intégrer le circuit de l'amputé et intervenir dans sa prise en charge. Alors, dans le cas d'une amputation programmée, que ce soit dans le cadre de maladies diabétiques, cardiovasculaires ou autres maladies, donc pour les patients sans prise en charge, il y a quatre types de circuits qui se présentent. Donc, circuit numéro 1, donc le MPR est présent, donc il adhère un peu à la prise en charge multidisciplinaire, et normalement, donc, c'est sur proposition du MPR au chirurgien que l'intervention se décide, parce que il faudrait quand même que tenter la chance d'essayer de voir un peu en rééducation est-ce qu'on peut améliorer un peu les lits d'aval et puis améliorer un peu l'état vasculaire pour essayer un peu de sursoir à cet acte de dernier recours. Et aussi, ça permet aussi au MPR de discuter avec le chirurgien du niveau d'amputation et puis aussi pour préparer à la préparation de la prothèse, et parfois le moulage peut se faire en salle, en post-opératoire immédiat. Donc, circuit numéro 2, donc il n'y a pas de médecin physique d'adaptation, donc le chirurgien travaille seul et puis oriente dans les suites proches des patients vers un kinésithérapeute pour la rééducation fonctionnelle et aussi vers un autre prothésiste pour un éventuel appareillage. Troisième circuit, donc non plus, il n'intègre pas le médecin physique d'adaptation, donc le chirurgien oriente directement le patient à un temps qui est arbitraire, selon ses désirs, vers un orthopédiste pour l'appareillage. Au circuit numéro 4 non plus, il n'inclut pas le MPR, donc le patient livré à lui-même après cicatrisation. Donc si les conditions le permettent, il se dirige tout seul vers un autre prothésiste sur conseil de l'entourage. Et parfois, ça peut être dans l'immédiat après cicatrisation, ça peut prendre quelques mois ou plusieurs années, en fonction des renseignements qui lui sont fournis par son entourage. Et quand il y a une prise en charge, parfois il revient, quand il y a une assurance, parfois il revient vers le chirurgien pour demander une prescription pour avoir un peu la prise en charge, un certain pourcentage ou en totalité. Donc, différentes modalités de prise en charge. Donc, différents organismes cohabitent au Maroc. Donc, il y a la CNOPS qui assure un peu toutes les personnes et les familles de l'administration. Il y a le CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, donc qui assure les entreprises semi-publiques et privées. Il y a aussi des caisses mutualistes professionnelles et interprofessionnelles, et puis des assurances privées aussi qui proposent des assurances pour les entreprises et même pour les particuliers, pour des familles avec des options différentes en fonction du prix qu'on met pour l'assurance, pour s'assurer. Mais depuis 2005, avec l'avènement de l'assurance maladie obligatoire, qui a couvert dans un premier temps 32% de la population et qui est en train de se généraliser. Il y a aussi le RAMED qui a vu le régime d'assurance maladie pour les personnes nécessiteuses, qui a pris en charge jusqu'à présent donc presque 1 800 000 personnes donc, dans les différents hôpitaux du pays, donc, qui sont pris en charge au même titre que toutes les personnes qui sont assurées et équipées. Et il y a l'Agence nationale de l'assurance maladie qui est l'élément qui régule un peu toute cette prise en charge et la tendance à la généralisation un peu à toute la population du pays dans quelques années. Donc les circuits des patients présentant des amputations dans le cadre d'accidents de travail. Donc pour les personnes qui travaillent et qui ont une assurance dans des entreprises, qui ont une assurance maladie, le circuit est le même, sauf qu'à la différence près que les assurances parfois une convention avec des centres d'appareillage, sinon aussi avec le centre des anciens combattants qui relève de l'ambassade de France et qui assure un rôle de régulateur, donc il étudie les besoins, donc il propose une prescription
d'appareillage et il est dirigé vers un centre d'appareillage de son choix. Et c'est le centre d'appareillage qui règle la facture et par la suite, il la récupère auprès de l'assurance au centime près. Alors, dans les hôpitaux publics, donc, il y a aussi des centres d'appareillage et puis des médecins qui ont été formés par l'aide du handicap international pour assurer un peu la prescription et le suivi des amputations et des personnes qui relèvent d'un appareillage quelconque. Et depuis un an, les choses commencent à changer. On voit quand même qu'il y a des médecins MPR qui intègrent des centres d'appareillage comme à Oujda et puis à Marrakech. Il existe une seule école de formation d'orthoprothésistes à Marrakech. Et puis à peu près, il y a 5 ateliers, sociétés d'appareillage qui sont agréés pour, dans le privé, qui sont agréés pour la fabrication d'appareillage. Il y a le centre de l'ancien combattant qui assure aussi une formation régulière à l'école, dans l'enceinte de cette école. Donc, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays concernant l'appareillage, le MPR au Maroc devrait s'impliquer davantage dans l'organisation du circuit de l'amputé. Quant à la tarification des grands appareillages, on n'a pas de notion parce qu'on ne voit pas, donc, mais apparemment, il n'y a pas de tarif unique au Maroc. L'assurance maladie obligatoire fixe un prix maximum de remboursement, mais les sociétés de prothèses sont libres de pratiquer les prix qui leur conviennent. Alors ça, c'est une enquête auprès d'un orthoprothésiste de Casablanca que j'ai sollicité, qui a après 18 ans d'exercice. Donc, c'est un peu explicite, il n'y a pas de circuit prédéfini de l'entité au Maroc. Certains sont orientés chez les orthoprothésistes directement par les chirurgiens, mais souvent sans rééducation préalable, d'autres attendent la cicatrisation et cherchent par eux-mêmes. Donc c'est un peu le circuit habituel. Par contre, quand il s'agit d'accidents de la voie publique, c'est un peu particulier parce qu'on est obligé d'attendre le jugement, même s'il y a un devis, s'il y a toute une procédure, il faut attendre le jugement pour pouvoir appareiller. Le jugement peut prendre quelques mois, quelques années. Donc, à l'instar de l'avancée et de l'adaptation des nouveaux schémas thérapeutiques et des référentiels de soins qui se dessinent dans notre pays, donc à l'image un peu de ce que vient de parler le professeur Pesson, des démarches entamées pour la reconnaissance se poursuivent pour l'intégration aussi de la MPR au Maroc dans tous les circuits de soins, car le champ d'action de la MPR est vaste et en plein essor, de la procréation jusqu'à l'accompagnement, parce que la procréation pour les cas neurologiques, en France il y a même le sécoce, donc et puis à l'accompagnement parce que la MPR aussi intervient dans les pathologies un peu malignes, concernant la réadaptation et l'accompagnement. Donc la MPR au Maroc a encore du chemin à faire pour le développement de la MPR qui constitue un volet important de l'action du secteur de la santé, redynamiser un peu les relations et la coopération entre les MPR des différents secteurs, hospitaliers, universitaires et libéraux, militaires aussi, et développer la coopération avec d'autres disciplines en les mettant en confiance parce que les réseaux de soins, il faut bien les développer. Et c'est très important si on veut arriver à un résultat, optimiser les résultats fonctionnels et puis minimiser les coûts de revient. C'est une étude qui a été faite il y a plus de 30 ans aux États-Unis qui a démontré qu'un dollar investi dans cette discipline fait économiser à la communauté l'équivalent de $30. C'est une étude qui date de plus de 30 ans. Maintenant, donc, ça se reflète un peu sur la communauté à travers beaucoup de choses. Les gens ne le voient pas, ne le sentent pas, mais au niveau du quotidien, au niveau du confort de vie, au niveau des infrastructures et tout. Donc la MPR devrait être le médecin conseil des caisses d'assurance maladie en matière d'appareillage, comme c'est le cas dans pas mal de pays, même en Belgique. Le MPR est l'élément régulateur de l'hospitalisation, parce que ça permet d'économiser beaucoup d'argent pour la communauté. Donc l'approche de la MPR incontournable, c'est un passage obligé.
dans les différentes étapes de l'appareillage pour une occupation ou d'autres situations nécessitant un grand appareillage ou bien des aides techniques aussi. Tout ceci dans un souci de confort du patient, de son adhésion à sa prise en charge globale, d'économie à tous les niveaux, et dont la finalité est que le patient puisse en tirer le meilleur bénéfice fonctionnel possible au moindre coût. Et telle est la devise de la MPR dedans, parce qu'il y a la MPR et le MPR, et puis l'hospitalisation est très importante. Et il faut des lits dédiés à cette spécialité, à cette discipline, parce que la prise en charge n'est pas la même. Même le personnel paramédical doit être rodé, doit être rompu à la prise en charge de patients lourds qui relèvent. Parfois, on met 1h30, 2 heures à préparer un patient pour qu'il puisse bénéficier d'une demi-heure ou d'une heure de rééducation. Chose qu'on ne peut pas faire en ambulatoire, qu'on ne peut pas faire dans une autre structure. Et parfois, moi j'ai des souvenirs de patients pour la réhabilitation chirurgicale du membre supérieur chez les tétraplégiques en France. On était acculés parfois à envoyer des patients se faire opérer dans des cliniques parce que les chirurgiens compétents dans ce domaine opéraient dans ces cliniques. Ils nous disaient faites-nous revenir rapidement parce qu'on ne nous prend pas en considération, on ne nous prend pas bien en charge. Il y a des lits dédiés à la spécialité et un environnement et un personnel qui est préparé et rompu à la prise en charge de pathologies pareilles. Voilà. Le mois 2014 à venir nous aide à regrouper les efforts des instants présents pour l'organisation du complément des MPR. J'espère bien la suite. Et merci.